toutes, bonjour à tous. Ici c'est Karine Morer et aujourd'hui nous allons partager, je vais vous parler de la différence entre le viol et les attouchements. Alors qui je suis pour vous parler de tout cela? Eh bien écoutez, je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience, chamane urbaine et mentor, et j'aide et j'accompagne les femmes et les hommes en fait à contacter leur puissance sexuelle, leur puissance d'argent qui est souvent endormie, contaminée dans leur bassin, et je les accompagne en fait un petit peu à faire le ménage dans toutes ces mémoires, dans toute cette porte des ancêtres, pour que ces personnes puissent s'aligner, prendre appui sur un creuset, prendre appui sur une vérité intérieure, sur un goût alchimique qui se manifeste en dehors par des relations amoureuses équilibrées, relations familiales apaisées, relations à l'argent simples et joyeuses. Voilà, donc j'ai créé plusieurs programmes, Argent égale joie, Femme divine intégrale, et j'ai aussi créé l'accompagnement du syndrome du jumeau rescapé. Mais revenons à notre sujet du jour, à savoir donc la différence entre viol et attouchement. Alors effectivement, les accompagnements que je propose, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les hommes, je dois en avoir 2 en ce moment sur la totalité de mes accompagnements. Donc yes, merci à vous messieurs. Ah non, j'ai un troisième qui vient d'arriver. Donc yes, je suis vraiment ravie, ravie d'accompagner les hommes. Ceci étant dit, mes accompagnements, c'est vrai, sont beaucoup centrés sur les femmes, les problématiques de libido, de sexualité des femmes, sur leur difficulté à s'incarner dans leur vulve et dans leur bassin de femme. Et en fait, voilà, je voudrais vraiment vous partager, ça fait 2-3 accompagnements que je traverse avec plusieurs femmes où elles ont vécu en fait une première expérience sexuelle en étant ivres, en étant saoules, totalement saoules. Et c'est comme si en fait il y avait eu à ce moment-là, dans cette perte de la virginité, viol, d'accord? Il y a un viol, mais c'est comme si en fait le fait d'être saoul, il y a une culpabilité énorme derrière à ne pas pouvoir accueillir la violence de l'acte. Alors, dans les accompagnements, quand j'arrive dans cet espace, que ce soit quand la personne est en train d'être dans une méditation intrapelvienne ou qu'on est en train de parler de sexualité, ce qui se passe en général, c'est comme si c'était normal. Et, et elle me parle d'attouchement, voilà, mais elles ne connaissent pas les textes de loi. J'aimerais vraiment qu'on clarifie en fait qu'est-ce que c'est qu'un viol. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un viol? Je pense que toute femme devrait vraiment relire les textes de loi qui ont changé, qui ne sont pas les mêmes selon certains pays, mais en France, en tout cas, on considère comme viol toute pénétration d'un objet, d'une langue, d'un doigt, d'un pénis dans l'anus, dans le vagin, qui ne soit pas consenti. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire ce consentement? Eh bien, ce consentement, ça veut dire que la personne, elle est forcée. Alors, les femmes imaginent que, en fait, le viol, c'est quand on est forcé. Mais c'est pas que ça. Ça va être aussi lorsque la femme n'est pas en capacité de dire oui ou de dire non. Et l'alcool nous amène dans un espace où, en fait, on est incapable de dire oui ou de dire non. D'accord? La drogue également. Les antidépresseurs également, les structures psychiques qui sont un petit peu fragiles également. Voilà. Et surtout, il y a aussi un âge légal. Quelle est comment dire, la majorité, entre guillemets, sexuelle? Il me semble qu'en France, c'est 15 ans. Hein, je regarderai, mais c'est-à-dire que quand on est hors de ces clous-là, lorsqu'une femme a bu, lorsqu'elle est sous emprise d'alcool, lorsqu'elle est sous emprise de drogue, lorsqu'elle est dans un espace psychique très défaillant, lorsqu'elle a moins de 15 ans, on considère que la relation sexuelle
la personne ne peut pas être en capacité de dire oui ou de dire non. Et donc c'est là que le viol, en fait, l'énergie du viol intervient. Et ce qui était très intéressant dans le dernier accompagnement que j'ai eu cette semaine, c'était hier, c'était de pouvoir accompagner cette femme, évidemment, qui arrive donc en séance avec moi et qui me dit qu'elle n'a plus de libido, qu'elle n'a pas envie, donc elle a forcément un problème. Et donc ça faisait 2 ou 3 séances qu'on vivait ensemble, peut-être la deuxième, c'était notre deuxième rencontre. Donc la première rencontre, on a vraiment, déblayé avec, dans le verbal, on a vraiment fait beaucoup de déblayage sur ce à quoi devait ressembler sa sexualité. Et dans la deuxième rencontre, je l'ai invitée, chose qu'elle ne fait jamais, c'est à mettre les doigts, au moins un doigt dans son vagin. Et elle était très, très surprise de constater, je vous invite à le faire également, lorsque vous introduisez donc un majeur dans votre vagin, effectivement sur la face ventrale, vous allez rencontrer la zone G, la zone EFA, la gouttière de la zone G à droite et la gouttière de la zone G à gauche. Mais également, vous avez possibilité d'aller rencontrer la zone postérieure, ce qui est près de l'anus, ce que l'on rencontre auprès du coccyx, hein, et ce qu'on rencontre au plus proche des ischions. Et là, mes amis, là, mes amis, il y a du monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce pubo-coccygien, toute cette voile périnéale, en fait, eh bien, vous allez pouvoir sentir des espaces qui sont plus ou moins tendus. Moi qui ai œuvré moi-même sur mon corps avec des thérapeutes sur du toucher thérapeutique intrapelvien, évidemment que quand il y a des espaces, des tensions, on sent vraiment cette différence entre les deux. Et cette personne a rencontré donc à droite une souplesse qui était là. Et quand elle est venue sur cette gauche, donc avec son pouce, effectivement, il y avait une tension, quelque chose qui était comme un mac extrêmement tendu, en fait, hein, dans son vagin et dans ses voiles périnéales. Et là, en fait, l'invitation, c'était, ok, il y a une voile tendue, je respire dedans, mais qu'est-ce que ça me fait? C'est-à-dire quand je viens dans ce creuset, quand je fais ce mouvement d'introspection, en fait, quand je viens dans cette tension, dans ce hamac hyper tendu, à quoi ça me fait penser? Voilà, à quel moment j'ai dû me contracter pour ne pas sentir? Et là, c'est tout de suite l'image de cette première fois qui, pour elle, est remontée en surface en me disant, eh bien, lorsque j'ai fait l'amour pour la première fois, euh, j'étais pas consciente, j'étais saoule. Et, en fait, au fur et à mesure qu'elle me racontait cela, donc en fait, je lui dis, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de ton premier rapport sexuel, tu t'es fait violer. Et là, il y a un mouvement donc de recul de la personne, un espèce de, vous voyez, ce choc de sidération. Et en fait, ce qu'elle constate, c'est que sous son doigt, toute la tension qui s'était fossilisée là depuis, elle avait 15 ans hein, quand ça s'est passé, elle en avait 30, elle est en la science, elle a une trentaine d'années, donc ça fait plus de 15 ans qu'il y a cette espèce de tension à l'intérieur de son vagin, dans son pubococcygien dans tous les cas. Et à ce moment-là, elle a pu sentir en fait comme si en fait tout ce qui avait été tendu, tout ce qui avait été contenu, tout ce qui avait été interdit de toucher, c'est-à-dire que ce mot viol, comme si elle l'avait mis en dehors de son champ et qu'elle avait tendu ici vraiment une résistance pour ne pas contacter ça. Et à ce moment-là, elle a pu sentir la fonte. C'est très intéressant de sentir les tissus fondre lorsque le verbe est accepté, c'est-à-dire que quand tout d'un coup le mot je me suis fait violer lors de mon premier rapport sexuel. Lorsqu'elle a dit cette phrase, automatiquement, son corps a fondu. Son bassin, cette tension s'est apaisée. Comme si, en fait, tout d'un coup, le fait de nommer, comme si le fait de pouvoir reconnaître l'espace, le vrai mot dans l'espace, en fait, il n'y avait plus besoin de tenir l'attention. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en tout cas, par rapport à cette femme qui a choisi un accompagnement avec moi.
Et c'est pas la première, c'est la troisième en une semaine. Donc je me dis, mesdames, voilà, c'est hyper important qu'on puisse accueillir l'espace du viol à l'intérieur de nous, que ce soit pas de notre réalité spatio-temporelle, mais ça peut aussi appartenir à nos aïeux. Et je pense en l'occurrence également à tous ces viols conjugals. Qu'est-ce que c'est qu'un viol conjugal? J'accompagne des femmes qui me disent très souvent, en fait, pour avoir la paix, je me laisse faire, je me mets ailleurs, c'est-à-dire qu'elles sont spectatrices, donc il y a une forme de division, c'est-à-dire que ma conscience se met ailleurs de l'acte, et le temps qu'en fait, ça se passe. Voilà. Donc, l'expression que j'entends souvent, c'est elle passe à la casserole. Voilà, ça ou alors j'attends que ça se passe, ou je fais mon devoir. Et moi qui suis une femme, moi aussi je l'ai vécu hein, pendant des années, hein, le fait de devoir me soumettre en fait au désir de l'homme, et ça c'est un viol, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une scission, c'est-à-dire qu'on se soumet, j'ai une cliente il y a 15 jours, on a travaillé ensemble ça, le fait de se soumettre au désir de l'homme et de ne pas être capable, enfin ou de la partenaire, hein, d'accord, et ne pas être capable de rester ancré dans notre bassin, dans notre oui, dans notre non, très souvent, je dirais la 90%, 90% du temps, c'est des mémoires archaïques ancestrales de femmes qui ont vécu des viols dans leur mariage, qui ne se sont pas mariées dans l'amour, mais qui ont été des mariages arrangés, et qui pour le coup, il y a une forme de programmation où de toute façon, bah, on est faite pour ça. Voilà. Ben, au secours, non. Au secours, non. Et c'est hyper important de pouvoir reconnaître en fait cet espace du viol conjugal parce que c'est très tabou. C'est très tabou. Moi-même, dans mon histoire de femme, j'ai mis longtemps à reconnaître l'acceptation, à me soumettre non seulement nous sommes bourreaux avec nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire que nous ne savons pas prendre soin de nos espaces fragiles. Et en plus, en fait, nous insécurisons l'autre. Moi, j'ai vraiment rencontré ça dans mes rapports sexuels avec mon partenaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne sais pas dire oui, ou je ne sais pas dire non, où il y a des confusions entre les deux, je transfère ma propre insécurité sur mon partenaire parce qu'il n'a pas de repère non plus. En fait, il y va, il n'a pas de repère parce que nous-mêmes, nous n'incarnons pas nos propres repères intérieurs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on va lui reprocher. On lui reproche ses assauts, son désir. On va lui reprocher ce désir-là. Mais en fait, cet excès de désir ne peut pas être, comment dire, accueilli correctement chez nous parce qu'il n'y a pas de, comment dire, de oui, c'est ok pour moi, et il n'y a pas de non. À partir du moment où on est vraiment borné, vraiment dans cet espace, ben là oui j'ai envie, ben là non j'ai pas envie, je ne porterai pas ta frustration, parce que c'est ça qui est en jeu derrière. Je n'ai pas envie voilà, de devoir supporter ta frustration, tu es capable de la gérer tout seul. Et bien à partir du moment où on est là-dedans, il y a comme une forme de sécurité qui opère dans le partenaire et qui fait que bah, il peut prendre responsabilité de son désir aussi, qu'il n'est pas obligé, on n'est pas obligé de nous de prendre tout en charge, donc il peut aussi apprendre à se responsabiliser là-dedans, mais surtout il se sent vachement plus sécure, il se sent énormément plus sécure, c'est-à-dire que bah il a des limites. Donc quand c'est oui, puis quand c'est non, c'est non. Donc en fait, nous, ça évite en fait le fait d'être dans la victime qui va reprocher à l'homme de penser qu'à ça, d'être dans cette énergie en fait de cette sexualité. L'homme en fait, je veux dire son amour passe par la pénétration et sur le fait qu'archaïquement parlant, il est là pour disséminer son patrimoine génétique. Donc ils sont souvent très disponibles. Ah, d'accord. Et là, l'invitation, c'est vraiment de reconnaître ça,
Hein, chez les animaux, quand la femelle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible et elle se laissera pas faire. Et je pense que vraiment, nous, en tant que femmes, nous devons vraiment revenir à l'intérieur de ce oui, de ce non, dans cette vulve originelle, dans cette vulve sauvage, pour que le mâle, entre guillemets, l'homme, puisse vraiment se situer. Voilà ce que je voulais vraiment partager par rapport au viol conjugal. Euh, Malheureusement, je dirais que le viol tout court, qu'il ne soit pas conjugal, mais dans la vie normale, euh, il n'est pas encore condamné dans tous les pays. Alors, j'ai pas regardé encore quels étaient les pays. Il y a des cultures dans lesquelles le viol conjugal n'est pas condamné. Il y a des cultures dans lesquelles le viol non plus n'est pas condamné. C'est quelque chose de normal. Euh, Donc je crois en ce moment avec tout ce qui émerge des profondeurs, qu'il est vraiment temps, en tout cas pour nous en tant que femmes, il y a des hommes également violés, hein. Moi j'ai vécu avec un homme qui a été violé aussi il était enfant. Donc il y a des hommes aussi qui vivent des viols. Donc enfin voilà, c'est hyper important aussi de leur permettre un espace de parole et de libération. Voilà, c'est hyper important parce que la différence avec nous, c'est que les hommes, autant nous les femmes, on a quand même cette facilité, cette aisance à pouvoir échanger entre nous, alors que les hommes, pour rentrer dans leur intimité, c'est quand même un peu plus costaud, hein. Les résistances sont un peu plus enfin ça tient, hein, c'est vraiment ça tient fort. Par contre, quand ça pète, c'est juste miraculeux. Mais donc c'est d'autant plus difficile pour un homme de pouvoir reconnaître les abus, les viols qu'ils ont pu vivre lorsqu'ils étaient enfants ou même les hommes qui sont battus ou qui sont violés par leurs femmes. Ça existe aussi, voilà, pour en avoir déjà entendu. Euh, voilà, donc pour vraiment revenir sur le thème, quelle est la différence entre le viol et l'attouchement? L'attouchement, il n'y a pas de pénétration, c'est-à-dire dans les zones génitales, que ce soit l'anus, la bouche aussi. S'il y a un pénis qui rentre dans la bouche, on considère ça comme étant un viol également. Les attouchements, ça va vraiment être la main qui touche le sexe, qui caresse le corps, la poitrine, en fait tout ce qui va être les attributs sexuels, mais sans qu'il y ait pénétration, en fait. Pénétration, soit de la langue, soit du pénis, soit d'un doigt ou d'un objet. Et les attouchements, enfin moi j'en ai vécu énormément lorsque j'étais enfant. Ça fait exactement les mêmes dégâts psychiques, hein, parce qu'il y a vraiment une sensation d'être objetisé, c'est-à-dire que nous sommes la prolongation de la pulsion libidinale de l'autre, qu'il soit homme ou femme, hein. Il existe des femmes qui abusent aussi, hein, leurs petits garçons, ça existe. Voilà, donc on est un peu, enfin l'enfant, parce que souvent les attouchements ont lieu dans l'enfance, ça arrive aussi à l'âge adulte lorsque l'on est adolescente. Moi, ça a été le cas, hein, jusqu'à l'âge adulte, je vivais des attouchements, surtout dans le mannequinat, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de voir que derrière, même s'il n'y a pas de pénétration physique, c'est-à-dire que dans le viol, il y a vraiment cette pénétration physique. Dans l'attouchement, moi, ce que je constate dans les accompagnements, c'est qu'en fait, il y a eu pénétration psychique où en fait l'autre va nous pénétrer psychiquement et en fait nous prendre, se servir de notre énergie sexuelle pour se nourrir. Voilà. Mais il y a pénétration. Il y a pénétration psychique. L'invitation, c'est quand on se met à l'œuvre avec soi-même, c'est de pouvoir reconnaître les espaces de nous où, en fait, il y a eu vraiment viol, comme je vous expliquais tout à l'heure en début de live. Le viol, c'est vraiment quand il y a une pénétration physique. Et les attouchements, c'est vraiment lorsqu'il y a, donc, on vient caresser, toucher les parties génitales, la poitrine, les fesses. Mais ça fait pour moi exactement les mêmes dégâts derrière. Et souvent, dans les attouchements, ce qui se passe, ce que je remarque, les femmes qui ont vécu des attouchements ou les hommes, c'est qu'il y a une forme de minimisation, euh, c'est-à-dire, bah, c'était juste des attouchements,
c'était pas mal, voilà. Alors, je retrouve très souvent, je vais vous expliquer ce qui m'arrive très souvent de rencontrer dans les accompagnements. C'est souvent en fait une petite fille qui est entre 5 et 10 ans, qui a un grand frère ou une grande sœur, ça arrive. Dernièrement, j'ai une fille, une accompagnée qui a vécu ça donc avec sa grande sœur, d'accord, qui elle ou lui, donc le grand frère ou la grande sœur, est dans un âge en fait où il y a une maturation sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le flot hormonal, c'est-à-dire que le grand frère ou la grande sœur est dans ce flot hormonal, de désir, de pulsion sexuelle. Et donc, en fait, comme il n'arrive pas, ce jeune adulte entre 15 et 18 ans, à gérer ses pulsions sexuelles, et qu'il y a une petite fille ou un petit garçon qui est là, ou un cousin, une cousine qui est là, eh bien, il y a des jeux qui se mettent en place. Et très souvent, je me rends compte que pour celui qui était dans la phase enfant, euh, cet espace de la découverte du jeu, tout d'un coup, c'est comme si on lui volait à ce moment-là. C'est comme ça qu'il le témoigne dans tous les cas. C'est comme si on leur volait une partie de l'innocence et de la joie. C'est comme si à ce moment-là, l'autre qui ne sait pas quoi faire avec cette énergie sexuelle vient un peu comme leur voler l'innocence, en fait. Et l'enfant, à ce moment-là, il y en a, en tout cas, il y en a pour certains que je vais rencontrer, vont être, si vous voulez, dans l'énergie de la honte très, très rapidement, c'est-à-dire qu'ils sentent que c'est pas normal, ils sentent qu'il se passe un truc qui est pas normal, euh, et ils enferment. Il y a une honte, ils essayent pour certains, en tout cas, j'ai eu le cas il y a 3 semaines, une femme qui a essayé d'en parler à ses parents, et les parents n'ont pas pu entendre ni accueillir, donc en fait, flouf, ça s'est refermé. Il va y avoir également des cas où le corps va ressentir du plaisir. Et là, c'est comme si à ce moment-là, dans le corps, dans la mémoire corporelle, dans le vagin, dans la sexualité de la femme, en tous les cas, c'est comme si ces attouchements qui ont été vécus dans le plaisir, dans l'enfance, c'est comme si il y a une honte d'avoir ressenti du plaisir. euh, et à ce moment-là, il y a une énergie, très régulièrement, je ressens une énergie de trahison. Comme si, de culpabilité et de trahison, mon corps m'a trahi, j'ai ressenti du plaisir, alors que c'était pas bien, alors que c'était pas bien, que c'était interdit. Voilà. Et autant vous dire que quand une femme adulte euh, arrive avec une histoire qui est la sienne et qu'on revient dans le terreau de comment s'est vécue la sexualité, la découverte de la sexualité dans l'enfance, comment s'est passé ce premier rapport sexuel, comment a été vécu ce lien, en fait, cette communication entre les parents et l'enfant et l'adolescence, entre le parent et l'enfant, euh, voilà, ce rapport à la sexualité, bah, très souvent, il y a des très gros handicaps, il y a des blessures que l'on rencontre dans un empêchement de jouir, dans des blocages orgasmiques dans l'âge adulte, ou des chutes de libido, ou une sensation. J'ai eu cette personne, cette magnifique femme qui est venue là avant le confinement en séance et qui en fait à la ménopause se rend compte que bah, en fait elle n'a plus de libido envers son mari. Euh, et quand elle rentre dans l'histoire de sa sexualité, s'était jamais posé ce genre de questions, mais en fait, je me suis toujours soumise à la sexualité de mon homme. Et en fait, arrivé à la ménopause, c'est comme s'il y avait eu un verre, vous voyez, un verre qui s'était vidé en fait tout le long de sa vie. C'est comme si elle avait donné son énergie sexuelle et qu'elle était totalement à sec de son énergie vitale. Et c'est comme si à cette ménopause, j'en ai deux, trois là en ce moment en séance qui me partagent ça, c'est comme si à la ménopause, tout d'un coup, il y a comme un bilan de se dire, ok, là j'ai pas de libido, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, c'est pas la ménopause le problème, c'est ce qui s'est passé avant. C'est comment en fait je me suis abusée, je me suis laissée abuser dans mes renoncements à mes positionnements intérieurs, qui fait que là j'arrive à 50 ans et je suis à sec.
Et ça me fait marrer parce que à Sec, c'est exactement la personne avant-hier qui m'a dit, en fait, j'ai une sécheresse vaginale. Et en fait, ces femmes-là, moi, je suis intimement persuadée, la sécheresse vaginale vient vraiment du fait où elles se sont asséchées dans leur énergie vitale, dans leur énergie sexuelle. Elles n'ont jamais pu contacter ces femmes, leur propre désir, leur oui, leur être-té dans leur vagin, dans leur vulve. C'est un espace qu'elles n'ont jamais investi elles-mêmes. Voilà, je vous avais dit que ce serait un petit peu... c'est intense. Voilà, je vis une période dans mes accompagnements extrêmement intense et j'accompagne vraiment des miracles de conscience, c'est-à-dire autant il y a vraiment de la lourdeur. Vous voyez ce qu'on vit en ce moment avec ce confinement, avec ces problématiques socio-sanitaires. Moi, j'ai cette sensation que, au-delà de ça, ça nous invite vraiment à faire remonter ce qui était faux en nous. Tous les mensonges auxquels on a cru, tous les espaces de nous auxquels nous avons renoncé pour nous préserver, pour nous protéger, tous les dénis en fait sont en train de remonter en surface, tous ces mensonges-là. Et les plus gros mensonges, bah, très souvent sont dans la sphère sexuelle. C'est ceux qui remontent le plus bas. Enfin, la sphère sexuelle, c'est vraiment, vous voyez, le premier chakra. Quand le premier chakra commence à s'éveiller, bah, il fait remonter des mémoires. C'est archaïque parce qu'en plus, ça vient faire remonter bien plus que les nôtres. Donc, on a vraiment tout intérêt en ce moment à accepter. Moi, je suis vraiment, vraiment très émue en ce moment de voir, d'accueillir tous ces témoignages de femmes qui guérissent parce qu'elles acceptent de poser un regard sur leur ombre, sur les espaces auxquels elles ont renoncé, l'espace de lumière auquel elles ont renoncé pour survivre. Et en ce moment, on a vraiment ce choix-là. Soit nous continuons à regarder le trouble, vous savez, cet espace trouble, c'est ok, je veux dire, c'est pas confortable quand l'ego doit chuter et se rendre compte qu'on s'est fourvoyé, qu'on s'est trompé, qu'on s'est laissé manipuler, qu'on s'est laissé violer et qu'on a mis notre conscience à part, on s'est divisé, on s'est scindé, il y a eu comme une sidération qui fait qu'on s'est vraiment séparé de l'acceptation et que là aujourd'hui c'est ça qui nous est invité, c'est d'accepter l'ombre et c'est pas facile. Ah, c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de courage, ça demande aussi de faire remonter dans le corps ces mémoires d'inconfort, parce que quand une mémoire de viol remonte, ça passe par des... Enfin, la dernière, c'était vraiment ça a fondu carrément dans son vagin, tout son vagin s'est mis à fondre. Donc toute cette tension-là qui était contractée, ça veut dire que psychiquement, il y a quelque chose qui fond aussi. Donc c'est-à-dire que derrière, cette fonte amène une sécurité, quelque chose. Je peux me poser dans un bassin, je peux me poser dans ma vulve, je peux me poser dans mon Graal, je peux me poser dans de l'amour de moi. Parce qu'en fait, aller à la rencontre de son ombre, et ça je le partageais hier après-midi avec une cliente, où je l'invitais à vraiment poser la conscience sur le fait de venir faire cette œuvre de l'ombre. Pourquoi est-ce qu'elle manifestait dans son business autant d'aisance et qu'est-ce qui faisait que ça créait de l'aisance dans son business? Et en fait, elle n'arrivait pas à créer ce lien-là. Mais en fait, quand on est juste en train d'accueillir l'ombre, cet espace de nous auquel on a lutter, cet espace de nous auquel qu'on a refusé de rencontrer, qu'est-ce qui fait qu'on va à la rencontre de notre ombre? C'est quoi? C'est de l'amour. Pour moi, la plus belle preuve d'amour que l'on puisse s'offrir, c'est d'aller à la rencontre de notre ombre. C'est pas bisounours, je sais pas quelle est votre vision de l'amour, mais pour moi, le fait d'avoir ce courage, le courage d'aller regarder ce qui sonne faux, le courage de regarder comment on s'est planqué, le courage d'aller regarder comment on s'est fourvoyé,
le courage de regarder comment notre ego spirituel s'est emparé de tellement d'espace de nous, mais ça demande un courage, un élan d'amour. Vous voyez, c'est le cœur qui descend dans la grotte. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Et quand on tombe amoureux à ce moment. Et voyez-vous, on tombe en amour de regarder ça. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, de tomber amoureux de notre ombre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de regarder tous ces espaces-là de nous, où on s'est fourvoyé, où on s'est laissé manipuler, mais les espaces où on a manipulé, les espaces où on a été violé, mais où on a violé, vous voyez, tous ces espaces-là, on arrive en fait à avoir de la compassion pour les gens qui sont encore coincés dans leur renoncement. Mais ça nous demande à tomber en amour de nous. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, tomber en amour de nous. Et lorsque l'on est tombé en amour de nous, c'est-à-dire quand notre cœur de source, notre essence est disponible pour animer chacune des cellules de notre utérus, de notre vagin, de nos nymphes, de notre clitoris, de notre zone EFA, de notre zone G. Il y a du monde là-bas à aller voir et à aller visiter, je peux vous assurer, il y a du monde. Comment voulez-vous être en sécurité lorsque ton bassin est miné, contaminé par des mémoires? Soit elles t'appartiennent, soit elles appartiennent à tes aïeux. Il n'y a pas besoin quelquefois d'aller voir très très loin. Hein. On va souvent, j'entends beaucoup, oui, dans une autre vie et tout le machin. En fait, ça c'est aussi beaucoup d'ego spirituel. On n'a pas besoin, enfin moi je viens de là, hein, donc je vois très bien pourquoi et quelquefois on va dans les mémoires multidimensionnelles. En fait, dans le ici et maintenant, au niveau de l'âme, tout nous est donné ici, maintenant. On n'est pas toujours obligé d'aller chercher des réponses dans d'autres dimensions. Tout s'incarne dans le ici et maintenant. Tout dans notre vie, toute l'ombre, qu'elle soit multidimensionnelle ou transgénérationnelle, nous est donnée à être éprouvée dans le ici et maintenant. Ne nous perdons pas avec un orgueil spirituel qui veut s'emparer des blessures d'une autre dimension pour rester encore planqué. Moi, je suis restée planquée, hein, je peux vous assurer. Hein, derrière... oh, voilà, c'est parce que j'ai été un serial killer, donc c'est pour ça que je souffre dans cette vie et que j'ai été violée, que j'ai été massacrée dans mon bassin parce que moi-même j'étais un serial killer qui violait les femmes. Ok, d'accord, ok, bon, on me fait quoi après? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelquefois le spirituel, ça peut être aussi une fuite pour ne pas rencontrer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un cœur, c'est une source divine, c'est une capacité d'amour que nous avons, qui est là, et qui est prêt à nous rencontrer. Et quelquefois, ben, en fait, on va tourner hein, autour du pot. On tourne autour du pot, hein. C'est un truc de dingue. Comment, voilà, j'accompagne une femme pour qu'elle arrive à me dire « j'ai été violée lors de mon premier rapport », il lui a fallu 1 an. Et c'est ok, ça fait partie du jeu, chacun son rythme, chacun sa conscience, et que ce temps-là est différent pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà, et à un moment donné, quand les femmes arrivent à moi ou les hommes arrivent à moi, c'est qu'ils sont prêts, le fruit est mûr. Moi, je fais pas grand-chose, hein, je vous assure, je fais pas grand-chose. Hein. Je suis juste en amour avec moi-même, avec tous mes espaces auxquels dans lequel je me suis fourvoyée, dans lequel je me suis menti, toutes mes fuites, mes retraites dans les vies antérieures, dans le bourreau, dans la victime, dans la mère castratrice, dans la mère manipulatrice. Je suis juste en lien, en amour avec ces parts-là de moi, en retrait. Et en fait, l'autre, ce qui se passe, quand je suis en retrait avec toute cette part-là et que je suis capable d'être en amour et de les voir dans ce cœur de source, en fait, l'autre, bah, ça lui laisse la possibilité lui-même de pouvoir s'accueillir avec douceur et bienveillance. Mais il n'y a rien à faire. Vous comprenez, il y a pas. Et là, moi, j'ai pas de technique thérapeutique. En fait, la technique thérapeutique, elle opère toute seule au fur et à mesure, quoi. Voilà, donc, je voulais vraiment vous partager ça avec tout l'élan qui m'anime en ce moment. Je me suis dit, mince, quand même, ça fait 3 ou 4, là, en 15 jours,
qui sort du déni du viol avec l'alcool. Si vous êtes toutes et tous là, avec moi, on est 31 là tout de suite, interroge-toi à quel moment tu as fait l'amour dans ta vie et que tu n'étais pas conscient. À quel moment tu t'es forcé à faire l'amour pour ne pas avoir à devoir porter la pression de la frustration de l'autre, que ce soit un homme ou une femme, hein. Voilà. Et tout cela, ça vient se goûter dans le corps, hein. Le corps, notre corps, c'est une mémoire du passé. Alors quand je dis ça en séance, on me regarde, mais non, c'est présent. Mais non, il appartient déjà au passé. Notre corps est construit à partir d'ADN cet ADN a été vécu dans le passé. Nos parents, ils ont une histoire qui est passée et nous ont légué des mémoires du passé. Et en fait, ce que nous manifestons comme désaccord, comme intensité, moi par exemple, quand j'ai un mal de tête ou quand j'ai une intensité dans une oreille, une intensité dans, tiens, ces derniers temps, c'était dans l'ovaire droit, c'est déjà une manifestation du passé. C'est déjà une mémoire qui est en train de se solder et qui se manifeste par une intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on s'accroche à ça en les rendant encore plus réels. On s'accroche à l'intensité, alors qu'en fait, c'est juste une intensité du passé qui est en train de s'éprouver et qui passe par le corps. Et en ce moment, on est sacrément ébranlé, hein. Ça, je sais pas vous, mais enfin moi, je suis ébranlée quand même, hein. Donc voilà, c'est respirer dans l'intensité. Je voulais vraiment vous partager ça aussi par rapport à toutes ces femmes qui font remonter en ce moment. Voilà, c'est ce que je perçois là. Toutes ces mémoires de viol, de violence, d'abus qui sont en train de remonter en ce moment. Ne luttons pas contre, acceptons les mots, acceptons la violence des mots telle qu'elle est, en respirant dedans. On a le choix, soit on accouche de nous au forceps, avec la ventouse, les forceps, et puis en appuyant sur le truc dans la douleur, ou on accueille le mouvement avec le son, on accueille le mouvement avec le chant, chanter l'intensité au lieu de rester bloqué dedans. Moi, c'est comme ça que j'accompagne les femmes, c'est on vient accompagner tout cela, ça a besoin d'être, le non a besoin d'être entendu, non. Et un non qui vient de la profondeur. Vous voyez, ce non-là a besoin d'être éprouvé, c'est-à-dire que nos cellules ont besoin de le sentir. Et donc, on peut accoucher de nos intensités dans l'orgasme. Voilà, on peut accoucher de nos intensités, des douleurs dans l'orgasme. C'est juste une position intérieure et surtout un apprentissage. Voilà. Très souvent, dans les accompagnements, quand une femme me dit, voilà, j'ai mal, quand on est dans le processus et qu'elle sent la mémoire qui s'éprouve par le corps, elle me dit, j'ai une douleur, je souffre, hein, et automatiquement, dès que je l'invite, en fait, à venir souffler et à mettre la vibration dedans, et que moi, derrière, je l'invite à être dans cette proposition de l'intensité, une intensité, c'est-à-dire une énergie qui veut faire un avec elle, dans lequel en fait elle a besoin d'être éprouvée, d'être traversée. Voilà, c'est une épreuve qui peut être éprouvée dans l'orgasme. Et lorsqu'on accompagne tout cela dans la bienveillance, ça change forcément de paradigme. On n'est plus obligé d'être... D'accord? Regardez comment vous allez aux toilettes. Ouais, honnêtement, regardez comment vous allez aux toilettes. Regardez comment quand vous avez mal, que ce soit psychiquement, que ce soit physiquement, comment vous accompagnez ou pas l'intensité. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire. Alors, je reviens. Tagadac. Alors, Émilie, tu dis, il y a viol, pénétration, attouchement, et il y a aussi le regard pervers d'un adulte sur un enfant. Ce regard peut être parfaitement destructeur. Exactement.
exactement, le regard pervers, ce regard en fait qui vient en fait se nourrir en fait. Et c'est très important que l'on puisse reconnaître, là-dessus j'aimerais vraiment aussi que chacune et chacun de nous prenne la responsabilité dans le petit moi érotique. C'est-à-dire nous avons toutes et tous une part perverse en nous qui est plus ou moins assumée. C'est pas que la bisexualité soit pervers, mais disons que quand une bisexualité n'est pas, ou une homosexualité n'est pas reconnue, elle va trouver des moyens d'expression comme de le fait, j'ai le fait homophobe, l'homophobie, ou le fait de détester les femmes, ou de détester les hommes. Voilà, c'est-à-dire que quand une énergie sexuelle, une possibilité sexuelle n'est pas accueillie et est mise à distance, on peut avoir des regards de jugement, donc des regards qui tuent l'autre dans ce qu'il est, que ce soit bisexualité, homosexualité. Et pour le coup, on devient nous-mêmes à ce moment-là pervers. Vous comprenez ce que je veux dire, le processus. Je rencontre très souvent des personnes qui vont juger par exemple le BDSM. Le bondage avec le sadomasochisme, d'accord? Ces espaces de soumission, domination, dans lesquels en fait sont manifestés en surface des processus qui souvent sont psychiques et inconscients dans les rapports humains, hein, d'accord? Moi j'ai écrit là-dessus dans l'ouvrage que je vais publier là. Arrêtons d'imaginer que ce que l'on voit, c'est la réalité. Voilà, il faut vraiment rentrer dans l'envers du décor pour voir en fait l'état de conscience dans lequel sont ces gens-là, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est manifesté dehors. Qu'est-ce qui fait qu'on va juger une femme qui va se faire menotter, se faire fouetter, voilà, et qui va prendre son pied comme ça. Qu'est-ce qui est dérangeant là-dedans? Interrogeons-nous. Quels sont les espaces psychiques dans lesquels nous-mêmes nous sommes menottés? Hein? Voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que l'on juge dehors. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quels sont les espaces moi-même où je suis je me souviens dans un cercle de femmes où une femme partageait qu'elle avait vécu donc elle pratiquait le bondage avec un maître shibari. Et donc le bondage en fait consiste à venir entourer le corps de la femme ou de l'homme, peu importe. Et en fait, elle se retrouvait ligotée. Il peut y avoir acte sexuel dans ces liens ou pas. Et en fait, elle disait à quel point ces liens la mettaient en régression dans la matière utérine et comment en fait elle arrivait à ce moment, à sa façon, eh bien, à sortir de l'emprise psychique de l'utérus de sa mère. Mais elle était en conscience, d'accord? Qui sommes-nous pour juger ce que nous voyons? Derrière, soit la personne est en conscience et c'est ok. L'abus vient pour moi dans l'espace où finalement on n'est pas en conscience de ce qui est en jeu. Mais quelquefois on peut voir des choses très dramatiques en surface, mais quand on rentre dans l'envers du décor, là, quand la personne est en conscience de ce qui est en train de se passer, elle sait pourquoi elle le fait. Elle sait quel espace elle vient réparer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Le viol, pour moi, l'abus vient quand on subit des choses sans être conscient ni consentant. C'est quand on subit le truc. Mais quand finalement la conscience est posée sur certaines pratiques sexuelles, là je parle du bondage, mais il y en a plein d'autres, hein, des pratiques sexuelles, quand la vraie conscience est posée dessus, en fait, ça devient réparateur. Ça peut devenir réparateur. Alors... Oui, j'ai vécu ça et c'est très dur. Émilie, tu dis, il y a aussi le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, oui, moi, ma grand-mère a vécu ça. C'est le phénomène psychologique observé, c'est les otages qui peut être sexuels ayant vécu durant une période prolongée avec leur geôlier et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Yes.
Moi, je l'ai vécu, j'ai sorti ça des mémoires de ma grand-mère maternelle, qui s'est sauvée, elle s'est fait enlever, hein, c'était son mot, elle s'est fait enlever donc par mon grand-père, qui avait 25 ans de plus qu'elle. Elle venait de se faire massacrer donc par son père à coups de sabot dans le sexe, et donc elle s'est sauvée en Algérie. Et en fait, ben, au niveau de son inconscient, en fait, elle souffrait de ce syndrome de Stockholm. Et quand j'ai enlevé ça de mon ADN, je peux vous assurer que ça a changé des choses énormes. C'est énorme ce que ça a changé pour moi. Et il y a beaucoup de femmes qui sont battues, qui sont enfermées, qui souffrent de cela. Merci, merci Émilie pour ton partage. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a? Sophie, tu nous dis merci pour l'accueil et la libération que tu permets. Merci à toi d'être là, Sophie. Euh, merci Karine pour ton authenticité. Merci à vous d'être là, en fait, hein, de pouvoir partager avec moi. Oser descendre au cœur du vortex. Yes, c'est ça. Et ça demande beaucoup de courage. Émilie, tu dis, Karine, fais lever tous les tabous. Le 21e siècle sera carinéen ou ne sera pas. Non, il sera nous. Moi, je dirais, il sera nous avec ce qu'on est vraiment venu faire ici. En fait, moi, j'ai cette sensation que je suis vraiment venue tomber amoureuse de la matière. Voilà. Et pour tomber en amour de la matière, ça veut dire que j'ai cette sensation que je dois en fait nettoyer tout ce qui a été anti-conscience ou anti-amour ou anti-un. Toute énergie de séparation. Comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'ai cette sensation d'être venue pour ça ici, en fait. Et plus ça va, plus ça se précise. Alors oui, ça se précise dans le sens où j'œuvre beaucoup dans la sexualité, parce que pour moi, c'est l'espace dans lequel il y a le plus de désamour, le plus de séparation, le plus de contagion, le plus de virus, de poison, d'implants névrotiques, de renoncement, de tabous, enfin, vous voyez, tout ça, la sexualité, c'est l'espace qui est le plus miné. Et donc, pour moi, c'était une évidence dans mon essence. À un moment donné, ça s'est vraiment mis comme une évidence, quoi, que je devais vraiment faire un avec ma sexualité, avec mon, voilà, faire un, d'accord, et puis venir éprouver tout ce qui était en énergie de séparation. Voilà. Respirer dans l'intensité. Oui, bah oui, moi c'est comme ça que je fais pour moi. Il faut savoir que je suis une hypersensible comme vous tous, hein, et que je suis sujette aux crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, pendant très longtemps, j'ai lutté contre. En fait, je ne savais pas faire autrement. Et à un moment donné, je faisais des crises d'angoisse, ça finissait toujours par passer, c'est-à-dire que la crise, elle finit toujours par passer. Et au bout d'un moment, enfin, c'est un entraînement, hein. La crise d'angoisse, en fait, c'est la sensation qu'une mort est imminente. Pour ceux qui le vivent, enfin, on se comprend, c'est difficilement exprimable pour les gens qui n'en ont jamais vécu, mais vraiment la crise d'angoisse, c'est le paroxysme de la terreur, c'est-à-dire le corps réagit avec terreur comme si en fait la mort était imminente. Et en fait, la crise d'angoisse, c'est juste une conséquence, c'est une énergie du passé qui est en train de s'éprouver dans la matière, mais qui est complètement incohérente avec le présent. Donc c'est quelque chose qui est traversé. Et moi, à un moment donné, je me souviens, je me suis dit, ok, bon bah depuis le temps que je dois crever, bah allons-y, hein. Donc j'ai dit oui à la mort, quoi. Je lui ai dit, bah vas-y, prends-moi, crise d'angoisse, si je dois crever maintenant, bah allons-y. Et en fait, à un moment donné, je suis tombée en amour pour la crise d'angoisse. Je lui ai dit, j'étais à genoux, hein. Pour ceux qui vivent des crises d'angoisse, honnêtement, c'est tellement affreux au niveau vibration et à un moment donné, moi, je suis tombée à genoux et je lui ai dit à genoux à la crise d'angoisse, je dis, ok, enseigne-moi. Enseigne-moi ce que je ne veux pas voir. Enseigne-moi, sois ma maîtresse. Crise d'angoisse, je te demande que tu sois ma maîtresse. Montre-moi ce que je ne veux pas voir. Et j'étais à genoux, hein, c'était corps et âme, j'étais à genoux, je ne pouvais tellement plus. Et au fur et à mesure, en fait, le fait que je sois dans cette acceptation, que je sois plus en train de lutter, bah, dès qu'il y en a une qui se présente, automatiquement, bah, je dis ok, on y va. Avec tout l'inconfort que ça amène,
Donc à ce moment-là, en fait, j'ai une solution. C'est que je viens dans mon vagin. En général, je me mets un bijou vaginal, soit mes doigts, si j'ai pas le bijou, soit avoir un bijou vaginal, c'est-à-dire je m'auto-pénètre avec ma présence psychique de mon masculin sacré, d'accord? Donc je m'ancre, je me donne un ancrage, même si je l'ai psychiquement, mais je veux le sentir, je veux vraiment sentir dans mes cellules que l'ancrage est là, et là, fouf, je me mets dans le VC1, donc dans mon vagin, et hop, là je me laisse traverser, je me mets au cœur du vortex, et je laisse en fait la mémoire traverser autour. Et ben c'est vachement plus confortable. Franchement, c'est vachement plus confortable. Catherine, tu me dis important d'aborder tous ces sujets, merci d'éveiller les consciences. Oui, merci à vous d'être là. Karine, tu me dis merci beaucoup pour toutes ces libérations au nom de toutes les femmes. Ah ouais, ce que je voulais vous dire. Je me souviens dans un Femme Divine Intégrale que j'ai animé il y a 2 ans en Bretagne. C'était le 2e ou le 1er, je ne sais plus, peu importe. Et donc dans ces creusets de guérison de Femme Divine Intégrale, nous creusons ensemble, nous créons une matrice de sororité dans laquelle en fait nous œuvrons ensemble. Donc ce qui se passe pour l'une œuvre pour toutes. Quand l'une œuvre dans l'amour pour elle, elle œuvre pour toutes. Mais quand l'une œuvre pour l'abus, pour introjecter l'abus, elle le fait aussi pour toutes. Et je me souviens qu'il y avait une femme qui était là, et qui était tout le temps sujette en fait aux entités qui prenaient possession d'elle pour la faire canaliser. Bon, pas de problème avec ça. Sauf qu'en fait, à aucun moment, c'était elle qui disait oui, et c'était jamais, enfin, elle était toujours en fait l'objet d'entités extérieures qui se servaient d'elle pour canaliser. Moi, j'ai vécu ça quand j'avais 18 ans. 19-18 ans. D'accord? Donc je sais très bien ce que c'est de se faire astraliser par des entités qui ne te demandent pas ton avis. Hein. Et à un moment donné, en fait, je lui dis, mais quand tu te laisses abuser, c'est nous toutes que tu laisses abuser à travers toi. Il n'y a pas de séparation entre ce que tu es capable d'accepter pour te punir ou je ne sais pas trop quoi faire avec toi-même et ce que tu fais pour nous toutes, ce que tu laisses faire pour nous toutes. Et comme c'était une femme qui était dans la relation d'aide, et que c'était une femme qui, pour elle, le fait d'œuvrer pour le collectif, c'était important, en fait, c'était merveilleux d'avoir trouvé cette porte d'entrée, parce qu'à partir de ce moment-là, elle a pu, grâce à cette énergie du collectif, de ce qu'elle laissait comme énergie d'abus entrer en elle, c'est comme si elle avait pris conscience, qu'en le faisant pour elle, c'est toutes les femmes qu'elle laissait encore s'abuser. Voilà. Et pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que dès que je suis en relation d'amour, amoureuse avec moi, je le sais intimement que je le suis pour nous toutes. Je me rends compte à quel point, quand une femme se libère de ses énergies de viol, d'abus, quand elle commence à œuvrer dans l'acceptation et dans l'alchimie de ce Graal, à quel point non seulement elle le fait pour elle, mais voyez, moi, cette alchimie que j'ai en moi, je le partage et je suis dans cet élan de joie de partager avec vous que ce que je fais pour moi, on le fait pour nous toutes et tous, quoi, sans séparation. Donc, si tu n'arrives pas à le faire pour toi, moi, c'était mon cas au départ, je me suis servi de mes enfants. Hein? Quand même, c'est impossible que je lègue l'énergie d'inceste à mes enfants. Donc moi, je n'étais même pas en amour de moi, j'étais en amour pour mes enfants. Donc pour éviter que mes enfants puissent souffrir de cela, je me suis mis à l'ouvrage. Mais après, le second temps, c'est de pouvoir lâcher ce leurre extérieur qu'on fait les choses pour nos enfants. Mais finalement, c'est une invitation pour se saisir de nos propres espaces intérieurs. Mais pour d'autres personnes, ça va être le collectif, pour des femmes qui n'ont pas d'enfants ou bref, des hommes qui n'ont pas d'enfants. Mais quand c'est important d'œuvrer pour d'autres, ça va être la planète. Je suis désolée, quoi. Je veux dire, si t'es pas capable d'être en amour avec toi-même, tu n'es pas plus capable d'être en amour avec les êtres humains ou la planète. C'est pas vrai, quoi. On est capable de manifester envers l'autre, envers une énergie extérieure, que le propre amour qu'on s'est accordé à soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire?
Voilà, donc au début, on peut se donner des points d'appui finalement, voilà, peut-être que pour cette femme-là, le fait de renoncer aux énergies d'abus, de se sentir dans un collectif, dans une sororité, ça lui donnait plus de légitimité. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelquefois, j'ai cette sensation qu'il y a des femmes qui se sentent pas légitimes de guérir. Et quelquefois, on a besoin, moi je viens de là, hein, où je me sentais pas légitime, il y a tellement le poids de la culpabilité qu'en fait, on est obligé de passer pour guérir, de passer par des énergies extérieures, c'est-à-dire qu'un enfant, l'enfant forcément, euh, il est plus sacré à nos yeux, en tout cas, il est plus pur, on va vouloir préserver l'innocence, donc c'est plus facile de préserver l'innocence à l'extérieur, passer donc par quelque chose d'extérieur, que par nos propres filtres où on se sent pas légitime de guérir, quoi. Il y a des choses qui passent là, hein. Soyons toutes et tous légitimes de guérir. Pas de problème qu'on puisse se servir de points d'appui extérieurs pour rencontrer notre légitimité à nous aimer et à nous guérir. Moi, je me souviens une fois dans une méditation, je vais vous raconter, hein, je vous raconte des petites anecdotes personnelles. Je me disais, mais mince, j'aime tellement ma fille, ma dernière fille. Et je me suis dit, ok, je l'aime, donc je contacte cet amour-là. Mais finalement, cet amour que je suis capable de l'offrir, c'est tout simplement l'amour que je suis capable d'offrir à ma petite fille intérieure. Et donc, il y avait cette projection amoureuse sur l'autre, et de sentir cette projection amoureuse n'était pas séparée de moi, qu'en l'aimant elle, c'était moi que j'aimais, donc c'était expansion du cœur de source, retour au cœur de source, et à ce moment-là, ce qui était juste phénoménal pour moi, c'est que il n'y avait plus de fonction d'aimer, c'était être amour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très difficilement exprimable. Le fait d'aimer, de projeter son amour et le fait de recevoir son amour, à un moment donné, quand on fait ce truc-là, on peut, à ce moment-là, être amour, c'est amour est. Il n'y a plus de verbe. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est être amour. Et est-ce que nous sommes toutes et tous prêts là ensemble à être amour? Juste là. Il n'y a plus de notion à devoir offrir quelque chose, à donner. C'est un espace qui est tellement difficile à exprimer. C'est un état de grâce au-delà de tous les mots. Voilà. Et notre corps attend ça, hein. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. J'espère que vous arrivez à percevoir, à goûter ce... La guérison, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Le passé, l'histoire, on s'en fout. On s'en fout de l'histoire. Et on s'attache tellement à l'histoire. Alors c'est bien de la considérer. C'est ça, c'est que c'est bien de la considérer pour pouvoir la lâcher. Et à un moment donné, c'est... C'est. Je ne sais pas comment expliquer. C'est. Voilà. Et tout cela, ça peut se vivre vraiment dans cette sexualité, dans ce sexe, dans ce pénis, dans ce clitoris, dans ces testicules, dans ces ovaires, dans ce vagin. Ça peut vraiment s'éprouver, se goûter dedans. Pas besoin d'être dans de l'agitation. Peut être juste dans de l'immobilité.
Voilà. Ok. Eh bien, je vais vous laisser goûter encore à cet espace du C à l'intérieur de vos cellules. Moi, je vais aller manger. Mon corps physique en ressent le besoin dans tous les cas. Voilà, je vous fais un très très gros bisou. Au plaisir de partager avec vous. Je ne sais pas quand est-ce que je referai mon prochain live. Je me laisse vraiment inspirer au jour le jour en ce moment. Voilà, merci pour votre présence. Merci pour cet élan de guérison qui nous anime toutes et tous. Ne soyons pas dupes.